Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres à ce JDS, journal du dimanche. Les grands sujets sont les suivants. Procès Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Le verdict est connu, on le sait, pour les accusés qui, à l'exception des 3 relaxés, ont pris plus lourd que les peines requises par le parquet. Nous y reviendrons à travers reportages et échanges. Et puis économie, quelle réaction aux recommandations du FMI sur l'évolution de la masse salariale? La délégation qui a rencontré le 22 mars dernier les autorités de transition avait tiré la sonnette d'alarme. 65% de ses revenus pour payer ses fonctionnaires, c'est trop. Pilule difficile à administrer que nous analyserons avec Youssouf Ouattara, directeur exécutif d'ICIFWEB. Et enfin sport, Ligue 1 Lonabé, 24e journée, EFO AS Douane, 0 but partout. Les images, vous les aurez. ASFA, ASEC, 0 but partout aussi. Et puis, une petite polémique, 42 000 francs CFA pour chaque équipe plutôt, lors d'une rencontre ce week-end. On y reviendra avec notre journaliste sportif, Claude Romba. Et puis nous sommes au JDS, on a donc plusieurs sujets. Crise sociopolitique en Afrique, rôle des médias dans l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso, un livre de Youssef Ouedraogo qu'on va éplucher ensemble, notamment avec l'auteur lui-même, et c'est dans ce journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous l'annoncions en titre, l'ex-président Blaise Compaoré, en exil à Abidjan, a été condamné mercredi dernier à la prison à vie dans le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Même condamnation pour le général Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando, le fugitif. Le président de la Chambre a prononcé la déchéance des décorations de tous les accusés condamnés ayant bénéficié d'une ou de plusieurs distinctions honorifiques. Revenons justement sur ces sanctions prononcées, sur ce verdict avant d'échanger. Le tribunal militaire statuant en premier ressort sur l'affaire assassinat Thomas Sankara a reconnu coupables les accusés Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré des infractions d'attentat à la sûreté de l'État et complicité d'assassinat. Ils sont condamnés à la perpétuité. C'est la peine maximale en matière pénale qui va au-delà des réquisitions du parquet militaire qui était à 30 ans d'emprisonnement. Une peine qui n'est pas du tout approuvée par les avocats de la défense, comme celui de Gilbert Diendéré qui estime que la culpabilité de son client n'a pas été établie. Le parquet nous a fait comprendre qu'il s'est abstenu et c'est pourquoi sa complicité est là, qu'il aurait dû, après les tueries, arrêter le commando, arrêter Blaise Compaoré, arrêter Lengani qui était le haut commandant, le chef militaire suprême, et arrêter Henri Zongo. Que ne l'ayant pas fait, il s'est rendu coupable et complice. C'est ce qu'ils ont dit. On s'est dit que sa complicité est basée sur une abstention. Si mon client veut exercer une voie de recours, on va l'accompagner. C'est tout. En plus de Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré, 6 autres accusés ont été condamnés d'une peine allant de 3 à 20 ans de prison ferme. 2 autres, à savoir Albert Belem-Liliga et Diakaria Démé, écopent chacun de 5 ans de prison avec sursis. Les avocats de la partie civile se réjouissent du dénouement de ce procès après plus de 3 décennies d'attente. La vérité judiciaire n'est pas une vérité partisane. On a eu tout le temps de ce procès, on a vu défiler des témoins, on a vu exposer des preuves à l'appui et aujourd'hui les juges ont tranché. Bien sûr, certains pourront continuer à épiloguer, mais les faits sont là, têtus. La vérité judiciaire a triomphé toujours. Comme j'ai l'habitude de le dire, la justice a son heure, son horloge retarde parfois, mais toujours l'heure finit par sonner. Toujours selon ses avocats, le procès s'est tenu dans les règles de l'art, à savoir la garantie de la présomption d'innocence et la garantie du droit des accusés dans les débats contradictoires. Tout cela concourt à donner une bonne image de la justice burkinabé, selon la partie civile qui entend relancer le volet international du dossier. Oui, forcément satisfait parce que ce que nous attendions, c'était déjà que ce procès aille à son terme et qu'une décision soit rendue. Et que subséquemment il y ait un procès équitable pour tous. Donc à l'aboutissement, d'abord le verdict a consacré des condamnations, donc pour nous, nous sommes satisfaits.
Au volet international, nous entendons d'ailleurs dans les jours à venir relancer le tribunal pour savoir qu'est-ce qu'il en est, parce qu'un autre juge doit être désigné. Le premier juge qui était en charge de l'affaire ayant été nommé directeur du tribunal militaire, la justice militaire ne pouvant plus officier, nous entendons aller jusqu'au bout pour qu'on soit situé définitivement sur les implications supposées des pays étrangers. Donc nous allons faire une requête dans les jours à venir et puis nous verrons ce qu'il en est. Les accusés Bossobet Traoré, Alidou Jean-Christophe Diebré et Amadou Kafando ont été acquittés. Le tribunal précise aux parties qu'elles disposent de 15 jours conformément au code de procédure pénale pour interjeter appel. Il maintient par ailleurs les mandats d'arrêt contre Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire et Hyacinthe Kafando en fuite. Retour sur ce plateau, nous avons avec nous Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendré. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà, on va dire une information qui est tombée en semaine. Ça fait plus de 3 décennies qu'on est à savoir quel sera le clair mot de tout ça. Nous, hommes des médias, journalistes, je pense que les écrits, les interviews, les reportages ont été légion sur cette affaire-là, qui connaît, on ne dira pas l'épilogue, puisqu'il y a possibilité de faire appel. Est-ce que quand on regarde, on se dit qu'il y a eu du chemin parcouru, il y a eu raison de lutter pour certains, et c'est plein de sens aujourd'hui? Absolument. Ça fait quand même plusieurs décennies que des hommes et des femmes ont tenu le flambeau de la lutte, malgré les répressions, malgré les difficultés, les intimidations. Ils ont maintenu le cap, ils ont cru en la justice et aujourd'hui, je pense que leur combat est couronné par ce verdict qui est en définitive tombé et c'est à leur honneur, à l'honneur de la famille Sankara qui n'a pas non plus baissé les bras, à l'honneur de la veuve et de tous ces juges, des hommes de médias, comme vous l'avez dit, qui se sont battus pendant des décennies pour que justice soit rendue. Donc, je pense que ce combat valait la peine d'être mené. Et l'un des enseignements qu'on puisse tirer, c'est que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par arriver. Il faut y croire, il faut se battre et le résultat sera toujours au bout du chemin. Maître Kéré, qui était avocat aussi dans cette affaire-là, pour la partie d'Indéré, on devrait l'avoir au téléphone et dès que la technique sera prête, on nous fera signe pour échanger avec lui et puis aussi avoir l'autre son de cloche parce que c'est très important. Il y a un délai pour faire appel et on sent dans ce qui a été donné comme décision, une perception qui est la leur, que la justice a été vraiment lourde. On sait que les réquisitions au départ, c'était un nombre d'années bien défini, on n'était pas dans la perpète, mais là, ils ont pris vraiment lourd. Vous arrivez à vous l'expliquer? Déjà, ou bien c'est les absences qui peuvent expliquer cela pour certains? Non, moi je pense qu'il faut d'abord poser sereinement le débat. C'est vrai que ça fait 35 ans que cela s'est produit, mais il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé le 15 octobre. Des hommes étaient dans une salle, ils étaient à une rencontre, il y a le chef de l'État avec ses collaborateurs, des personnes arrivent, ils les exécutent tous. Sous quel prétexte, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient eux aussi commis des crimes? Non. Parce qu'ils étaient simplement au pouvoir et que d'autres voulaient le pouvoir. C'est simplement ça leur crime. Et donc c'est comme vous et moi, je touche du bois. Nous sommes là, des gens viennent avec des armes parce qu'ils ne nous aiment pas, ils nous tuent. Et 35 ans après, ces gens-là, on les juge et on reconnaît qu'ils sont coupables des faits et on dit qu'ils ont la prison à perpétuité. Quand j'essaie d'analyser, je ne vois pas où est la lourdeur. Et je pense que le juge non plus n'est pas sorti au-delà des quantiums proposés par le droit burkinabé. Donc, de ce point de vue, je pense que quand on fait la comparaison entre le crime qui a été commis, les 13 personnes qui ont été assassinées, comparé à ces personnes qui ne sont pas assassinées, qui sont juste privées de leur liberté, il n'y a pas match. Il n'y a pas à dire qu'il y a exagération. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas vraiment que X ou Y soit condamné à perpétuité ou pas. Le plus important, c'est que le procès ait eu lieu, qu'on ait su certaines choses, même si on n'a pas la totalité de la vérité, que justice ait été rendue et que ces familles qui ont été meurtries dans leur corps, dans leur âme, pendant toutes ces décennies-là, puissent pouvoir maintenant faire le deuil donc de leurs parents. Pour moi, c'est ça le plus important. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'un procès est toujours pédagogique. Ça a un caractère pédagogique. Et le plus important, c'est ça. Qu'on dise à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos frères et sœurs au Burkinabé, que, quelles que soient nos divergences politiques, plus jamais on soit amené à ôter la vie de quelqu'un pour le pouvoir,
ou pour quelconque raison politique que ce soit. Mais quand on regarde aussi dans le déroulé des choses, il y a une presse qui a eu quand même un fort rôle à jouer. Quand on prend le cas de Bendré, vous avez beaucoup écrit là-dessus. On connaît la position, je vais dire votre ancien patron, si Chérif par exemple, c'est un sujet sur lequel dont vous avez fait votre matière aussi à un moment donné. Ben oui, absolument. Merci de le reconnaître parce que c'est pas toujours évident de parler soit de soi-même ou c'est pas toujours évident de reconnaître le travail abattu par certains. Mais la réalité, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de médias, dont le journal Bendré, qui a travaillé pendant des décennies à ce que ce dossier ne soit pas éteint. On va y revenir. Je disais tout à l'heure que Maître Kéré allait être avec nous. Bonsoir Maître. Bonsoir, je salue tout le monde du plateau. Merci. Maître, on a vu tout à l'heure, on a révisité ce qu'il y a eu donc comme décision mercredi dernier. On a vu que les verdicts sont, pour certains en tout cas en termes d'appréciation, assez lourds, pour d'autres justifiés. Vous avez vu la question de prison à vie pour Blaise Compaoré, Diendéré et Kafando. Quelles ont été votre réaction? Quelle est votre perception? Ben écoutez, moi ma réaction c'est de dire que d'abord ceux qui ne sont pas présents à l'audience, évidemment, il semble que c'est la peine la plus lourde qu'on leur applique, qu'on leur inflige. Mais là, le général Diendéré était à l'audience. Il ne peut pas écoper au moins de la même peine. Donc déjà, il y a une injustice à ce niveau-là. Sans compter que le fond du dossier, pour ceux qui ont été à l'audience, et ça, moi je dis aux avocats de la partie civile là, ils n'ont qu'à faire pardon. Il n'y a eu aucun élément matériel complet, matériellement vérifiable, pour déterminer la culpabilité. Et en droit pénal, nous avons tous appris, à partir de la deuxième année, que même en cas de doute, ça doit profiter à l'accusé. Or, on se rend compte de la prison à vie. Vous vous rendez compte que c'est comme sanction, la prison à vie. Parce que ceux qui sont condamnés à 20 ans, en principe, à mi-peine, ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la semi-liberté. Ou une mesure de placement s'ils démontrent des bonnes garanties, bien sûr, d'insertion. Mais la prison à vie, on part à partir de quel moment, la prison à vie? Donc, de ce point de vue-là, pour moi, cette décision-là, en tout cas à l'encontre du général Diendéré, c'est une hérésie judiciaire. Et c'est une erreur judiciaire. Cette décision, elle est sévère vis-à-vis du général Diendéré. Et je le répète, je le dis, je salue chaleureusement tous ceux qui sont sur le plateau, mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un minimum. Maître, on sait qu'il y a un délai pour faire appel. Vos clients, ils comptent faire appel? Mais écoutez, nous allons nous entretenir avec notre client. Le collectif de défense du général Diendéré va se réunir, va rencontrer le général Diendéré et nous allons envisager ce qu'il nous demande de faire. Parce qu'en face d'une décision aussi aberrante, il peut dire, ben voilà, Inch'Allah, laissez comme ça, puisque j'ai été jugé à tort, laissez comme ça, laissez la situation comme ça. Il peut dire aussi, ben non, je n'accepte pas cette décision. Pour l'instant, au moment où je vous parle sur le plateau, depuis la France, je ne peux pas vous dire quelle est la position qui sera adoptée par le général Diendéré. Donc en temps opportun, vous serez informé. Nous abordions tout à l'heure un sujet, notamment avec mon invité Inoussa Ouedraogo, qui est le directeur de publication de Bendré. À un moment donné, vous invitiez le tribunal à faire fi de l'opinion publique au moment de rendre son verdict. Est-ce que vous avez eu l'impression que cette opinion justement a pesé? Moi, je pense que même les journalistes, la RTB, m'évitaient, parce qu'à chaque sortie de l'audience... On évite de cibler. Hein, oui, non, mais si, je le dis comme je le pense. Vous me connaissez, non? Je le dis comme je le pense. Les journalistes de la RTB m'évitaient, parce qu'à chaque sortie d'audience, pour les comptes rendus d'audience, ben, moi je voulais dire à l'opinion publique, voilà ce qui s'est passé. Mais les journalistes, même les médias m'évitaient. Parce que ce que je disais correspondait exactement à l'ampleur et à la teneur des débats. Donc, je ne comprenais pas. Et puis après, je dis, ben, de toute façon, j'ai d'autres choses à pointer. Moi, je ne fonctionne pas avec les médias. Je fonctionne avec les débats judiciaires. Il n'y a pas de problème. Contre toute attente, mais vous-même, vous êtes d'accord avec moi. L'idée est sortie de votre tête. L'idée est sortie de votre intelligence. L'opinion publique. Mais cette opinion publique... Non, j'ai juste rappelé l'un de vos propos. Hein. J'ai juste rappelé l'un de vos propos. C'est pas mon propos. Oui,
Oui, mais écoutez, moi, je ne crains que Dieu, voyez-vous. Donc, c'est pour vous dire que ce jugement-là ne reflète pas en aucun cas la réalité des débats. Et justement, et que, forcément, la question que vous me posez, je vous réponds directement. Bien évidemment que l'opinion publique est rentrée dans le débat judiciaire. Or, les juges doivent se départir de ça. Les juges sont suffisamment indépendants pour se départir de ça. Faute de l'avoir fait, ben voilà, on retombe sur un jugement qui est unique. Qui est unique parce que, regardez, comment on peut avoir la même sanction pour Blaise, le président Blaise Compaoré, et pour Yacine Kafando, que la même sanction pour le général Tendéré. Donc on n'a pas prouvé aucun élément. Voilà. C'est ça la réalité. Donc vous pensez que la présence physique devait être un élément pris en compte? Mais on a dit que la condamnation par contumace, par principe, c'est la peine maximale. Ce qui est la prison à vie. Donc pour le président Blaise Compaoré et pour Yacine Kafando, on peut dire voilà, ils ne sont pas là. Tant pis pour les absents ont toujours tort. Ben voilà la peine maximale pour vous. Mais les généraux Tendéré qui étaient là. Déjà, à partir de ce niveau-là, on voit que la balance, la justice n'est pas passée. D'accord. Déjà. Parlons justement du général Tendéré. Il y a aussi une scène qui a offusqué certains. C'est-à-dire juste après le verdict, certains ont parlé de triomphalisme de Tendéré avec des vidéos qu'on a pu voir. Quel commentaire vous en faites? Mais vous voulez que je commande quoi? Moi, je suis en France. Vous voulez que je commande quoi? Et puis, bien la mia, si le lot là, du canari que vous portez là se verse, se casse, si le canari se casse, il faut se laver avec l'eau du canari. Vous savez, vous connaissez parfaitement ce problème là mieux que moi. Donc pour vous, c'est du jusqu'au bout. Voilà, on estime qu'on n'a rien à se reprocher. Donc, en face d'une décision aussi aberrante. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire surface. Et ne pas se laisser abattre. Et moi, je pense qu'il faut comprendre ce chef du général. Je ne suis pas dans sa peau. Je ne suis pas dans sa tête. Mais en face d'une telle décision, vous pouvez comprendre quand même qu'il cherche à sortir la tête de l'eau. Parce qu'on veut le noyer. Et je profite de l'occasion pour dire aux partis civils, et surtout aux avocats de la partie civile, parce que les partis civils, je les respecte absolument, ainsi que leurs avocats. Quand certains avocats disent que si on doit compter sur le général Tendéré pour la lutte contre le terrorisme et l'insécurité au Burkina, c'est qu'on est déjà mort. C'est pas bien de dire ça. Parce que tout le monde sait que la lutte contre l'insécurité, là, c'est l'affaire de tous. Parce que quand les terroristes vont arriver à Ouaga, quand ça va tirer partout. Mais une seule personne comme homme providence, présenter quelqu'un comme homme providence. Présenter quelqu'un comme homme providence, peut-être c'est le problème qui est posé ici, c'est ça la critique qui est faite. Mais il n'y a pas d'homme providence. Et donc Tendéré n'en est pas un. Il n'y a pas de providence. Ce n'est pas ça la critique. Là, dans la résilience, dans une situation comme telle que ça nous arrive, vous savez très bien que l'armée russe est en train de faire un travail formidable au Mali. Que finalement, les terroristes sont chassés du Mali, donc il leur faut un espace. L'espace là, c'est le Burkina. Ils se dirigent vers le Burkina. Et ça, il faut que nous, on intègre ça dans la stratégie guerrière pour leur barrer la route. Tendéré ne sera pas le seul à aller au front. Mais maître, quand on vous entend, on a l'impression que ce que vous nous dites, c'est qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, on devrait oublier certains points de l'histoire du Burkina et que certains ne devraient pas avoir des responsabilités confirmées ou affirmées, selon leurs actes posés. Ce que je vais vous dire, mon cher ami, c'est que, au nom de la réconciliation nationale, au nom de l'amour, d'autres, je suis issu d'une famille princière à Luanga. Et les péchés là, les gros péchés là, même dans le village, on essaie de recoller les morceaux. Moi, je suis dans cette optique. Moi, je ne suis pas dans l'optique de la sanction pour la sanction. Mais la justice peut procéder tout ça. À tout avenant, la sanction pour la sanction. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Merci bien, merci bien. Merci bien, Maître Kéré. Oui, merci bien. Oui, c'est peut-être parce que je suis fils de pasteur, mais moi, je crois que
la bonne direction, c'est la réconciliation nationale. Merci bien, Maître Kéré, et puis merci pour votre disponibilité, parce que juste après le verdict, vous êtes reparti en France, et vous avez donc permis qu'on puisse échanger avec vous. Encore merci. On revient donc sur ce plateau avec Inoussa. On a écouté d'autres sons de cloche, parce que c'est ça aussi notre métier, le journalisme, c'est équilibré, ça c'est très important, de ne pas donner la voix qu'à une seule des parties. Vous l'avez écouté, d'accord avec certains points, quels sont ceux qui vous dérangent? Non, aucun point ne me dérange, je le comprends, c'est un avocat, il défend ses clients, il ira chercher les arguments partout où il faut pour justifier telle ou telle décision. Donc ce sont des arguments, ce sont des opinions qu'il donne, ce sont ses opinions à lui. On peut épiloguer sur certaines d'entre elles, mais à partir du moment où il n'est pas là physiquement, je me vois très mal en train de, à moins qu'il soit toujours en ligne et que nous menions le débat, je me trouve très mal de mener le débat avec quelqu'un qui n'est pas en face de moi, c'est extrêmement difficile. Mais on aura cette occasion. On aura certainement cette occasion. Le débat, parce que là, ce qu'il nous dit entre les lignes, ça pourrait bien continuer, il pourrait y avoir un appel, mais il faudrait que la volonté vienne d'abord des clients. C'est des choses qu'on attend de voir, mais on aura peut-être l'opportunité d'échanger sur ces questions. Tout à fait. On va passer à un autre reportage, parce que tout à l'heure on a écouté Maître Kéré. Il faut dire qu'au lendemain du prononcé du verdict dans l'affaire Thomas Sankara, il y a les avocats de la famille de l'ancien président qui ont animé une conférence de presse. C'était donc jeudi à Ouagadougou. Ils ont salué la décision courageuse du juge qui a condamné donc Blaise Compaoré et les autres co-accusés. Et les avocats ont toutefois reconnu la persistance de la zone d'ombre à propos des complicités internationales. C'est dans ce reportage. 35 ans d'attente, 25 ans à la recherche de la justice et de la vérité, 6 ans d'instruction et 6 mois de plaidoirie, le premier verdict de l'affaire Thomas Sankara et ses 12 compagnons est enfin connu. En effet, les 3 principaux accusés qui sont l'ex-président Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Yacine Kafando ont été reconnus coupables des faits à eux reprochés et condamnés de ce fait à la prison à vie. Une décision de la justice militaire applaudie et considérée comme une victoire pour les avocats de la famille Sankara. Si Maître Benouende Sankara et ses camarades se félicitent du travail abattu lors de ce procès, ils regrettent tout de même de la non-prise en compte du volet international. Pour eux, la vérité doit être totale et ils comptent à cet effet poursuivre la lutte. Nous irons jusqu'au bout parce que la manifestation de la vérité doit être intégrale. La vérité ne peut pas être révélée à moitié. Ce que nous avons obtenu et qui est satisfaisant, c'est que déjà ce procès, on sait quels ont été les exécutants, quels sont les commettants et les condamnations, en tout cas irrélatives, reflètent également l'implication des auteurs qui ont été accusés et poursuivis devant le tribunal. Donc s'il faut aller au plan international, eh bien, je crois que nous nous donnerons également toutes les chances d'y aller. Sur la question d'une possible grâce présidentielle ou amnistie, Maître Stanislas Sankara estime que ce n'est pas une mesure judiciaire et cela doit tenir compte de la volonté du peuple. Et son confrère Maître Farama d'ajouter que cela serait un manque de respect à la mémoire des personnes assassinées. Pas question, dit-il, de réconciliation sans pardon ou de grâce pour les condamnés. Vraiment, la première question que je pose, est-ce que vraiment on peut parler de réconciliation, de grâce ou je ne sais quoi à quelqu'un qui n'a jamais demandé pardon, à quelqu'un qui ne s'est jamais repenti? Demandez d'abord à ceux qui ont commis des fautes de les reconnaître. Demandez-leur d'abord de demander pardon. Et puis après, demandez à la famille de pardonner. C'est un citoyen comme tous les autres. Blaise Compaoré ici est un citoyen comme tous les autres. S'il a droit à une grâce, ou à une amnistie, ou à quoi d'autre que ce soit juridiquement, moi je rien contre. Mais que ce soit fait dans les règles de l'art. Quant à l'attitude de Gilbert Diendéré à l'issue de ce procès, les avocats de la famille Sankara la qualifient d'hypocrite et d'arrogante. Pour eux, l'accusé aurait pu avoir un peu de pudeur vu qu'il a été condamné à perpétuité. Voir une telle attitude de défiance, de manque de pudeur, de manque de décence, de manque de respect, ne serait-ce qu'à l'égard des victimes, parce que c'est dans la salle que ça a commencé. Le salut qui ressemblait d'ailleurs au salut nazi. Et puis après, de sortir en pleine rue, ok, il a le droit de se prendre pour un héros. Mais moi je pensais, vraiment, dans la logique dans laquelle il était censé s'inscrire, dans laquelle il prétend s'inscrire, je m'attendais à un peu plus de pudeur.
un peu plus de dignité, même s'il a été condamné à vie. Parce que la vie ne s'arrête pas à la condamnation. C'est la même attitude d'arrogance qu'il a eue durant tout le procès. La même attitude d'arrogance. Je ne sais pas d'où il tire cette arrogance et pourquoi il est si arrogant devant un tribunal qui le juge pour des crimes véritablement odieux. Si certains pensent que Gilbert Diendéré pourra apporter sa pierre dans la lutte contre le terrorisme, pour Maître Prosper Farama, le salut du peuple burkinabé ne doit pas venir d'un seul individu. Présente à cette conférence de presse, Mariam Sankara a salué le travail abattu par le tribunal militaire, les avocats ainsi que l'ensemble des acteurs de la société civile qui se sont impliqués dans cette lutte afin que justice soit rendue. Toutefois, elle estime qu'il existe encore des zones d'ombre car toute la vérité n'a pas été dite. Retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec Inoussa. Quand on écoute, est-ce qu'on pourrait se dire que la question de réconciliation, c'est pas forcément demain la veille, parce qu'il y a des préalables. On parle de repentance. Et aujourd'hui, quand on regarde les actes posés, on en est loin. Oui, tout à fait. Mais cela aussi est lié d'abord à la nature de notre justice. Nous avons hérité d'une justice de type colonial où ce qui compte, c'est voilà l'accusé, voici les peines, et puis on va... Il n'y a plus rien à faire. Donc ce type de justice-là, ce n'est pas notre justice à nous. Nous avons des modèles endogènes de justice qui permettaient que les accusés ne perdent pas totalement la face, mais qu'ils reconnaissent les torts qu'ils ont faits. Or, la justice bourgeoise que nous avons aujourd'hui ne permet pas cela. On dit un tel a tort, un tel a raison, et puis c'est fini. Ce qui fait qu'effectivement, quand on prend ce verdict-là, il est de nature à ne pas favoriser la réconciliation nationale. Ça, il faut le reconnaître. Mais cela aussi est lié au fait que justement, cette réconciliation qui est voulue et qui est demandée depuis plusieurs années est une réconciliation qui est bâtie sur le mensonge. On dit on laisse tout tomber, on dit on se réconcilie, on dit on se pardonne, mais on ne dit pas qui a fait quoi pour demander pardon. Parce que de vous à moi, quand vous déconnez et que vous voulez qu'on se réconcilie, il faut que quelqu'un dise bon, j'ai tort, je demande pardon. Or là, visiblement, Blaise Compaoré n'est même pas venu au procès, il n'est même plus burkinabé, il est devenu ivoirien pour échapper à la justice. Deuxièmement, il ne se sent pas concerné par tout ce qui se passe à Ouagadougou, alors que c'est quand même son meilleur ami qui a été assassiné. Au moins, même s'il n'est pas le coupable, il aurait pu venir nous dire qui a assassiné son meilleur ami, d'autant plus qu'il disait qu'il regrettait ce qui s'était passé. Mais au-delà de ça, quand on prend la famille Sankara, le père de Thomas Sankara disait, avant sa mort, que le 15 octobre, il a perdu 2 fils. Il a perdu Thomas Sankara et il a perdu Blaise Compaoré. Thomas Sankara est mort, mais Blaise Compaoré, lui, n'est plus jamais revenu. Et que c'était son plus grand rêve, c'était de voir le second fils avant de partir. Malheureusement, il n'a plus jamais vu après le 15 octobre ni Blaise Compaoré, ni Thomas Sankara. Et il disait ne pas avoir du tout de rancune avec qui que ce soit. Et que le jour qu'il verra Blaise Compaoré, il n'abordera même pas le sujet de Thomas Sankara avec lui, tant que lui ne l'a pas fait. Quand on prend aujourd'hui la famille Sankara et qu'on échange avec eux, mais certains des frères de Thomas Sankara vous disent qu'ils étaient à un moment donné plus proches de Blaise Compaoré que de Thomas Sankara. Ils avaient plus accès à Blaise Compaoré, c'est à lui qu'ils posaient des problèmes et c'est lui qui résolvait la plupart de leurs préoccupations quand Sankara n'avait pas le temps de le faire ou qu'il refusait de le faire. C'est-à-dire à quel point il était intégré. Et aujourd'hui, ils disent toujours que notre plus grand souhait, c'est de rencontrer à nouveau Blaise Compaoré et savoir pourquoi il leur a tourné le dos après le 15 octobre et voir comment ils peuvent se parler franchement et pouvoir continuer la vie, parce que c'est des choses qui arrivent. Mais quand visiblement dans l'autre camp on dénie la justice, on refuse que rien ne s'est passé le 15 octobre, que personne n'a assassiné Sankara, Ouattamou Lamie et les autres, mais quand même il y a problème. Donc on ne peut pas faire réconciliation tant qu'il n'y a pas un minimum de contrition, tant qu'il n'y a pas un minimum de repentance. Or, c'est de ça que nous avons besoin. Pour aller à la réconciliation, il faut qu'il y ait la vérité. La vérité commence à pointer le nez et des gens tournent le dos. Non. Si on veut une réconciliation vraie, une réconciliation sincère qui va faciliter et favoriser le vivre ensemble et le développement du Burkina, il faut accepter de reconnaître qu'on a eu tort,
qu'on a posé des actes qui ne sont pas agréables à voir et à entendre, mais qu'on demande pardon, c'est humain. Maintenant, si l'autre camp refuse le pardon, là, effectivement, on verra qu'il y a problème et on verra qui est de mauvaise foi et qui est de bonne foi. Une dernière question. Il y a les complicités internationales. Ça, c'est une autre fenêtre. Vous pensez que c'est possible? Déjà qu'il y a beaucoup qui sont déjà partis. C'était Houphouët, d'autres présidents même français qui sont déjà partis et tout. Vous pensez que c'est une fenêtre qui peut donner? Ça peut donner. À partir du moment où on a attendu 35 ans pour avoir justice pour Thomas Sankara, moi je ne désespère de rien. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par arriver. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ces personnes-là, c'est vrai, beaucoup ont disparu, beaucoup ne sont plus de ce monde, mais les archives sont là, les faits sont là, et on espère véritablement que tôt ou tard, on aura encore un autre procès sur le volet international de l'affaire Thomas Sankara et de ses compagnons. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est qu'on sache. C'est vrai que même en sachant la vérité, ça ne ramènera pas Thomas Sankara, ça ne ramènera pas ses compagnons. Mais au moins qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en voulait tant et quels sont les bras internationaux qui ont actionné les leviers à l'interne pour parvenir à ça, afin surtout que plus jamais cela ne se reproduise à travers le monde et aussi bien au Burkina, qu'on ne ôte pas la vie de quelqu'un pour ses opinions ou pour le pouvoir. Merci bien. Inoussa Ouedraogo, je rappelle que vous êtes directeur de publication de Bendré. Merci d'être passé sur le plateau du JDS. Merci bien. Le JDS, justement, lui, se poursuit avec cette fois-ci la partie économie. Une délégation du FMI a séjourné au Burkina Faso et a rencontré les premières autorités de la transition sur l'actualité du portefeuille du pays auprès du FMI. C'était, on se rappelle, le 22 mars 2022. Le message était maîtriser l'évolution de la masse salariale. Comment y parvenir? L'équation a déjà été tentée, on le sait. Que peut la transition? Rappel des faits dans ce reportage. La Banque africaine de développement, à la mi-mars 2021, dans son rapport annuel sur les perspectives économiques des pays africains, tirait déjà la sonnette d'alarme. La tendance à la hausse de la masse salariale, qui était estimée à 62,4% des recettes fiscales en 2020, risque de réduire considérablement la marge de manœuvre fiscale de financement des investissements intérieurs. Le 22 mars 2022, au moment où les derniers organes de la transition se mettaient en place avec l'Assemblée législative de la transition, la délégation du FMI venue rencontrer les premières autorités de la transition l'a rappelé. La transition, pensent les institutions de Bretton Woods, est une opportunité. Il faut profiter de ce changement pour mettre en œuvre les réformes qui étaient en jachère. La question de la remise à plat des salaires semble le sujet remis sur la table. L'ancien président Kaboré en avait fait l'une des priorités de son mandat. Même s'il ne rassura pas à la faire passer au premier mandat, la pilule est bien restée à portée. L'ancien ministre de la fonction publique et celui de l'économie et des finances n'ont jamais arrêté de travailler sur la nouvelle version du projet qui était d'ailleurs très avancée. Concrètement, pour la réforme des salaires, 2 propositions étaient sur la table. La première était la modification de la Constitution pour faire de la loi régissant le statut des fonctionnaires une loi organique afin que les amendements s'imposent à tous les fonctionnaires. La seconde, l'adoption de la nouvelle loi organique portant statut des agents de la fonction publique. Il n'était certes pas question de réduction de salaire pour la plus grande partie des fonctionnaires, mais plutôt de mettre en place un mécanisme qui contienne l'évolution de la masse salariale qui pompe une bonne partie des ressources du pays au détriment des investissements productifs dans le budget de l'État. Une bonne partie du monde syndical s'y était farouchement opposée, craignant que cela n'affecte le pouvoir d'achat des travailleurs. Le rappel aujourd'hui du FMI au gouvernement de la transition semble assez clair. L'institution attend des réformes exceptionnelles pour faciliter l'accompagnement qu'elle entend
accordée au Faso. Que fera la transition face à cet épineux dossier de la masse salariale? Les députés de la transition qui ont refusé de travailler sans salaire contre des indemnités pourront-ils imposer aux fonctionnaires ou pourront-ils faire passer la pilule? Le nouveau ministre des Finances devra bien manœuvrer. Avec lui, le ministre Bassolma Bazié, hier contre le projet, aujourd'hui en face des syndicats et des près de 200 000 fonctionnaires dont il est le patron. Reportage signé Serge Kaboré et retour d'ailleurs sur ce plateau avec deux visages. Le premier, je m'ai représenté David Nana, avec qui on est donc chaque dimanche pour parler économie. Bonsoir David. Bonsoir Geoffroy, c'est toujours un plaisir. Bonsoir aux téléspectateurs. Et on a Youssouf Ouattara, comme annoncé en début d'émission, pendant les titres, directeur exécutif du CIFWeb, Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Le sujet il est très intéressant. Tout à l'heure, on a posé à travers ce reportage de Serge Kaboré tout ce qu'il faut comme balise. On a la conscience, quoi qu'on dise, des autorités de ce que, pour ce qui est des salaires, il y a une évolution qu'il faut maîtriser. La preuve, depuis Roch Kaboré, il y a eu des éléments en termes de mesures qui ont été tentés. On a parlé tout à l'heure de la mise à plat des salaires qui était quand même assez courageux, qui n'a pas été laissé très loin, une pilule posée à côté, parce que le balade apparemment ça passait difficilement. Mais on y est, et il y a ce rappel le 22 mars du FMI, à travers sa délégation, en tout cas un appel du pied qui est clair. Il faut revoir la situation. Moi j'ai envie de poser comme première question, on en est à 65%, mais c'est quoi la réalité de cette évolution-là? Comment on en arrive là? Merci. Effectivement, on a une évolution extraordinaire, on va dire, de la masse salariale. De 2010 à 2015-2016, on a une hausse, mais qui était constante. Voilà, elle était constante, elle était plus ou moins aussi marginale. Mais à partir de 2017 jusqu'à nos jours, on a une forte hausse de cette masse salariale et surtout du ratio masse salariale, dépenses du personnel, recettes fiscales dont on va parler tout de suite. Donc, véritablement, c'est à partir de 2016-2017 qu'on a constaté cette croissance exponentielle de la masse salariale. Cela s'explique par des mesures administratives qui ont été prises. Vous savez, au sortir de la transition, il y a eu l'adoption du passage de la loi 013 à la loi 081 et il a fallu reverser les agents dans les nouvelles catégories. Ça a induit une augmentation de la charge salariale. Ensuite, il y a eu des statuts particuliers et également des revendications. Revendications, plutôt, il faut dire engagement, parce qu'il y a d'autres qui ont revendiqué qui n'ont pas eu. Donc, il y a des engagements que l'État avait pris avec certains acteurs sociaux qu'il a fallu donc remplir. Donc, la satisfaction de ces mesures, la prise de ces mesures a fait exploser effectivement la masse salariale et surtout l'indicateur de mesures communautaires qui est le rapport de la masse salariale sur les recettes fiscales. C'est vrai que vers 2020, on a vu que les différents gouvernements de Roch Marc Christian Kaboré ont tenté de juguler un peu le problème et ils ont annoncé un certain nombre de mesures. D'abord, c'était de réduire les entrées. Ça veut dire réduire les recrutements et également ne pas aligner les recrutements, les entrées sur les sorties, ne pas chercher à compenser les sorties forcément par les recrutements. Et on l'a vu effectivement qu'il y a eu une réduction des effectifs de recrutement. Mais avec tout ça, on constate que la masse salariale est toujours élevée et l'indicateur de mesure également est très très élevé et s'est dégradé. Ça veut dire que les mesures qui ont été proposées n'ont pas induit un effet parce que le gouvernement avait proposé aussi de faire une redistribution spatiale du personnel. Ça veut dire prendre le personnel là où ils étaient beaucoup plus concentrés et essayer de le distribuer pour avoir une meilleure répartition du personnel. Donc ça aussi c'était des mesures et dernièrement il y avait donc la mesure de mise à plat. Et moi j'étais très sceptique là-dessus parce qu'il est très difficile de réduire
les salaires des agents, de niveler par le bas, c'est parce que c'est naturellement même c'est difficile parce que une fois que une personne a construit un niveau de vie autour d'un niveau de revenu qu'il a acquis dûment et régulièrement, il est très difficile de venir dégrader comme ça ce niveau de revenu. Mais c'est pas la solution n'est pas seulement la réduction des salaires, il y a beaucoup d'autres solutions qu'on peut développer. Le salaire c'est le numérateur. Okay, la dépense des salaires, c'est le numérateur, mais il y a le dénominateur aussi, qui est l'ensemble des ressources, notamment les ressources fiscales. Si ces ressources aussi sont améliorées, forcément, on va avoir de meilleurs indicateurs. On va d'ailleurs y revenir. C'est vrai que vous dites quelque chose d'intéressant. Hein? On sait que quand le revenu croît, la dépense croît plus que proportionnellement. Donc, c'est difficile de contracter les choses sans créer de véritables problèmes. Mais ça aussi, on va en parler. David, une question? Oui, à demi-mot, il a peut-être répondu à cette question qui m'est taraudait l'esprit parce qu'on l'a constaté, vous l'avez dit, depuis 2017, on a essayé de revoir, niveler un peu les salaires. C'est un peu comme la loi de l'investissement et du résultat induit. Ici, lorsque on décide d'accroître peut-être le salaire, c'est peut-être pour avoir peut-être renforcé en termes d'investissement, renforcer les résultats. Ici, c'est notre revenu fiscal. Est-ce que ça t'a dit qu'on s'est trompé en faisant cela? Est-ce que le résultat escompté, on a eu tort d'augmenter les salaires parce que c'était pour être plus rentable? Non, ce que vous dites, si vous ramenez ça au contexte du secteur public, au secteur des agents publics, la question qui se pose en réalité, c'est la question de la productivité des agents publics. Parce que si on augmente le revenu des agents publics, c'est pour qu'ils aient un meilleur rendement. On n'augmente pas simplement parce que l'État, c'est un employeur aussi. Le contribuable, c'est un employeur. Donc, s'il améliore les conditions de ses travailleurs, c'est que le rendement doit être meilleur. Alors que dans notre fonction publique, on n'a pas cherché forcément à indexer la rémunération sur le rendement. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus une question de productivité au niveau de la fonction publique qu'une question de masse salariale en tant que telle. Si vous prenez le secteur de l'éducation ou ceux qui sont dans les bureaux, et bien sûr, l'administration travaille, l'administration produit, mais quand vous prenez la production globale, vous rapportez ça à l'ensemble des effectifs de la fonction publique, vous avez un rendement en deçà des effectifs et un rendement en deçà des efforts budgétaires que le contribuable fournit pour pouvoir prendre en charge ses agents. Donc, c'est beaucoup plus une question de productivité. Et ça veut dire que c'est le système de production même dans l'administration qu'il faut revoir. Et moi, je pense aussi que les technologies, il faut les associer. Et je vois l'ensemble des mesures que le président Roch et ses gouvernements ont annoncées, il n'y a pas eu véritablement la variable technologique. Et vous allez remarquer qu'avec Covid, sur l'international et avec certains partenaires, aujourd'hui, l'essentiel du travail se fait sur le virtuel. Mais la fonction publique n'a pas réussi à intégrer ce paramètre-là. Donc ça, c'est une suffisance. Donc les technologies, je pense que c'est une variable essentielle pour augmenter la productivité et sans avoir besoin d'augmenter les effectifs et dont la production ne peut pas être à la hauteur des investissements qui seront faits. Et quand on regarde, il y a la norme qui est défendue, 35% pour ce qui est de l'UMOA, c'est-à-dire ce que vous avez comme recette, il faudrait pouvoir dégager au maximum 35% pour les salaires. Nous, on a tout explosé, on parle de 65%. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait certains syndicats qui discutaient sur la question du chiffre, mais on va revenir sur la question du principe. En quoi est-ce que c'est un danger de l'exploser ainsi? C'est un danger parce que le ratio dont vous parlez, c'est la masse salariale divisée par les recettes fiscales. Parce que plus vous concentrez, plus que vous consacrez de ressources, vos ressources à prendre en charge la masse salariale qui fait partie des dépenses courantes, donc des dépenses de fonctionnement, ça veut dire que le peu d'argent qui vous reste après pour pouvoir faire de l'investissement, vous avez une marge très réduite. Par exemple, si vous prenez le budget 2020, on était à peu près 20 milliards. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, ça a beaucoup évolué. Nous sommes autour de 70 milliards de recettes d'investissement, d'épargne budgétaire. Mais à l'échelle d'un État, 70 milliards par an pour investir, c'est très marginal, c'est très peu.
Donc c'est ça le danger. Si vous investissez, si vous mettez vos ressources dans le fonctionnement, évidemment, il vous restera très peu pour acquérir de l'équipement pour les forces de défense et de sécurité, pour réaliser des routes, pour réaliser des écoles, ainsi de suite. Donc il vous faudra recourir à l'endettement ou bien de toujours aller voir les partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent soutenir votre économie. Donc ça veut dire que quelque part vous allez troquer certains principes de liberté et d'indépendance par rapport à si vous pouvez financer votre investissement de vous-même. Donc il y a beaucoup d'enjeux effectivement dans le fait d'avoir une masse salariale qui soit aussi élevée. D'accord. Alors on reste toujours avec cette fraction-là. Ici, il y a la possibilité de pouvoir peut-être réduire le numérateur qui est salaire, comme vous l'avez dit, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir accroître le dénominateur qui est constitué de recettes fiscales. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à un certain niveau des fuites? Je veux dire, il n'y a pas de disparité, on ne perd pas de l'argent au niveau du dénominateur. Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qu'on ne récupère pas, qu'on devrait peut-être récupérer afin de voir ce ratio-là baisser? Justement, par rapport aux indications et aux recommandations que le FMI a données, moi je pense que c'est là qu'il faut agir parce que tout de suite, il faut chercher les soupapes de déperdition de ressources. Ça veut dire que l'économie produit suffisamment de richesses et de potentialités fiscales qui, quelque part, ne sont pas suffisamment saisies. Donc, il y a des déserts fiscaux dans certains secteurs. C'est beaucoup plus là qu'on peut agir tout de suite en engageant une lutte contre la fraude, une lutte contre l'évasion fiscale. Donc, ça va permettre déjà de consolider le dénominateur et de corriger l'indicateur. Mais l'autre aspect aussi, c'est de travailler à consolider l'économie pour qu'elle produise beaucoup plus. Je parlais tout de suite de productivité des agents publics. Ça, c'est important et ça part même de la formation des agents publics pour moi. Et si vous prenez des écoles comme l'ENAM et l'ENAREB, surtout tous ceux qui ont dont le travail les amène à travailler avec le contribuable, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont au service du contribuable, qui sont au service de l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise, c'est le contribuable qui paie le salaire de l'agent public. Ce n'est pas l'État. Donc, ça veut dire que quand l'entreprise vient pour une prestation, pour un service, ou l'usager vient pour un service, c'est votre roi comme ça. Vous devez le servir dans les meilleures conditions, au lieu qu'on ait une administration qui ressemble beaucoup plus à une administration de prédation contre l'entreprise et contre les créateurs de richesses et d'emplois. Donc, à terme, c'est construire également cette administration qui est au service de l'entreprise, qui est au service de l'économie et de la production. Donc, je pense que, mais ça, c'est à long terme, mais dans le court terme, franchement, c'est de lutter contre la corruption, c'est de lutter contre l'évasion fiscale. Et je pense que la transition, c'est un moment idéal parce que nous ne sommes pas dans un contexte partisan. Donc, en principe, eux, ils devaient pouvoir faire cette lutte-là. Et s'ils arrivent à la mener et que toujours on a des indicateurs qui ne sont pas viables, ça veut dire que notre système, de manière structurelle même, il y a des aspects à revoir qui ne sont pas liés forcément aux acteurs politiques ou aux orientations politiques. Mais quand vous dites que la transition, c'est l'idéal en termes de moment, et je pense que ça a été aussi partagé par le FMI qui a dit c'est une opportunité pour pouvoir régler un certain nombre d'éléments, parce qu'ils veulent la fermeté. Et ils se disent, pour contenir les salaires, il faut une véritable fermeté. On a vu, il n'y a pas longtemps, je pense que ça date seulement d'aujourd'hui, il y a une lettre, il y avait d'abord la décision annoncée par le Premier ministre sur la question des mesures nouvelles, ça devrait s'arrêter, en tout cas pour un certain temps. Il y a la note donc, qui a été écrite d'ailleurs par le ministre aujourd'hui. Et vous avez parlé tout à l'heure de la question des recrutements qui ne sont plus arrimés aux sorties, parce qu'on s'est dit que là-dessus, on peut faire un petit travail, mais est-ce que ça aura de gros impacts? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en matière de recettes, il faut commencer à serrer la ceinture. On est dans un moment d'insécurité où il ne fait pas bon faire les affaires. Ça, on connaît comment ça fonctionne. Donc, ça veut dire que sur certains chapitres, on ne sera pas vraiment bien nanti en termes d'investissement, en termes de moyens de captation de sous pour une meilleure productivité. Donc, ça sous-entend que ce sera un peu difficile pour le Burkina Faso. Ouais. Et il y a des salaires qui restent aussi, comme on peut dire, incompressibles, parce qu'il y a un monde syndical. Je pense que l'actuel ministre de la fonction publique
en vient, il sait ce que c'est. Si le projet il n'était pas d'accord, on l'a rappelé dans le reportage, ça risque d'être très coincé, c'est difficile à manœuvrer. Est-ce que c'est vraiment une opportunité aujourd'hui pour cette transition? Non, la question des recrutements sur mesure nouvelle, moi je pense que la mesure qui a été prise, c'est beaucoup plus une mesure d'équité et d'éthique. Ce n'est pas une mesure forcément qui va avoir un impact sur le budget. C'est une question d'éthique et d'équité. Ça va beaucoup laisser aller, c'est ça? Voilà, ça veut dire qu'au-delà des concours, l'administration a des besoins ponctuels dans certains domaines spécifiques. Et au lieu de recourir au système classique de recrutement par le concours, donc on donne l'autorité au ministre de proposer des gens. Et c'est par cette porte-là, les gens faisaient rentrer leurs camarades et les proches pour pouvoir occuper ces postes. Donc c'est beaucoup plus une question d'équité et d'éthique qui est combattue là. Sinon, l'administration va toujours avoir besoin de compétences qui ne sont pas prévues par les textes, par les concours classiques. Et ce qui est prévu, c'est ce qui doit être fait. Si on ne procède plus il y aura toujours des mesures nouvelles, mais le mode de recrutement va être différent. On peut avoir mesures nouvelles, mais recruter sur concours. Ça peut être une mesure nouvelle, mais recrutée sous concours, d'autant plus que la personne ne va pas aller dans une école. Si vous prenez un domaine comme la cybersécurité aujourd'hui, si le gouvernement veut un expert en cybersécurité, vous n'avez pas une école forcément, une école de la fonction publique pour ça, mais on peut organiser un concours. Au lieu de laisser un ministre avoir toute la discrétion pour pouvoir sélectionner ou bien pour pouvoir désigner la personne qu'il faut. Donc, c'est beaucoup plus ce cas-là. Mais ceci dit, cette mesure aussi, il faut la réfléchir de manière profonde parce que beaucoup d'écoles professionnelles ont été mises en place suivant un modèle économique. Parce que c'est des EPE qui doivent générer des recettes. Et ces EPE offrent des formations professionnelles dans ces domaines-là, comme les administrateurs des hôpitaux, les gestionnaires des ressources humaines et d'autres secteurs, où les gens vont se former dans les écoles professionnelles à leurs propres frais et maintenant ils vont faire le concours. Donc c'est un moyen pour ces établissements pour générer des recettes selon leur statut. Donc moi je pense que ce qui serait mieux c'est peut-être de garder un quota pour le concours direct. Par exemple, si vous prenez les administrateurs des hôpitaux, ça continue sur ce modèle-là où on a un quota sur concours direct et puis un quota sur mesure nouvelle. Et même là, quand il y a mesure nouvelle, il y a concours. Pour le cas des administrateurs des hôpitaux que je connais, il y a toujours concours. Donc, de ce côté, il n'y a pas de problème d'éthique, il n'y a pas de problème d'équité ou d'accès à la fonction publique. La deuxième question, c'est les marges de manœuvre. Est-ce que c'est vraiment une opportunité aujourd'hui, ce moment, pour cette transition-là, quand on sait qu'on est pris à la gorge? Non, je pense que c'est opportun de mettre fin au pouvoir discrétionnaire qu'on donne au ministre pour pouvoir désigner. Si on veut recruter, on recrute sur concours. Je pense que une dernière question, David. Alors peut-être que donc je vais survoler les questions que j'avais en suspens. Peut-être pour revenir, c'est que j'aimerais revenir sur un point. On l'a entendu, le FMI qui reste catégorique, il ne recommande pas de réduire les salaires parce que, à vrai dire aussi, quand on regarde le niveau des salaires de nos fonctionnaires, c'est pas que cela leur donne un pouvoir d'achat assez élevé. Ici, on nous dit pas aussi des mesures à suivre, alors qu'on sait que très souvent les institutions de Bretton Woods, on leur reproche le fait de vouloir peut-être proposer des solutions qui ne sont pas forcément adaptées à nos économies. Ici, ils n'ont pas proposé de solution, mais on sait que c'est sur le dénominateur qu'il faut jouer pour pouvoir réduire ce taux-là. Est-ce que cela voudrait dire que notre pays a le libre choix d'emprunter le chemin qu'il voudrait pour résoudre ce problème, ou bien il y a un standard du FMI qu'il faut forcément suivre? Non, je crois que l'équipe du FMI qui est venue, c'est qu'ils ont dit, ils suivent le Burkina, et le Burkina qui s'est inscrit dans les normes communautaires de l'UMOA. Donc ils suivent le Burkina. Maintenant, sûrement, ils n'ont pas les mesures que le Burkina leur a présentées ne sont pas suffisamment convaincantes. Parce que quand vous prenez le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel du PBEP qui court de 2021 à 2023, les projections de recettes qui sont faites là-bas, par exemple, si vous prenez 2022, il était prévu dans le document environ 1800 milliards en termes de recettes fiscales. Mais pour 2022, nous sommes à 1700 milliards. Ça veut dire qu'on est en deçà de la projection. Donc, les projections que nous-mêmes nous avons faites pour élargir le dénominateur, on voit que nous sommes bien en deçà en termes de performance. Donc, ça ne peut pas convaincre forcément le FMI. C'est pour ça que la recommandation est faite de faire
plus d'avantages pour renforcer ce dénominateur. Et comme moi je le pense, c'est de renforcer la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale. Ça peut permettre déjà à court terme de consolider le niveau de recouvrement et d'améliorer l'indicateur. D'accord. Si on applique ça en moyenne, combien de temps pour qu'on puisse revenir à la normale? Non, mais moi je ne vois pas qu'on puisse venir à la normale en moins de 5 ans. D'accord, on aura compris. Merci bien donc d'être passé sur ce plateau, monsieur Ouattara. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du CIFWEB, Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Encore merci. Merci aussi à David Nana. Nous avons eu du plaisir à être avec vous. Évidemment, plaisir partagé. On aura un dernier reportage à partager donc dans la partie économie. Ça va concerner l'ouverture des boutiques témoins Sonagès. Cela a été annoncé pour le vendredi 8 avril dernier, mais cela s'est fait attendre et nous avons fait ce constat-là, notamment avec notre reporter, et il a promené ses caméras à Zogona, Paspanga et Somgandé. C'est Serge Kaboré. On va ouvrir d'ici vendredi là, donc les boutiques témoins. Cette annonce de réouverture pour le vendredi 8 avril des boutiques témoins annoncée par le Premier ministre himself devant les députés de l'Assemblée législative de la transition ALT sera finalement un rendez-vous manqué. En effet, au lendemain de cette date, le constat au sein de quelques boutiques témoins de la capitale prouve à souhait que l'ouverture n'est pas effective. Porte cadenassée et poussiéreuse, intérieur vide, nous sommes ici à la boutique témoin de la Sonagès, sise au quartier Zogona. Pas l'ombre d'un seul agent de vente ou de client, encore moins de traces de livraison de céréales selon le voisinage qui s'est refusé tout commentaire devant la caméra. Autre lieu, même constat à la boutique témoin de la Sonagès, sise au quartier Paspanga. Ici également, la porte cadenassée en image en dit long. Pour plus de certitude, le cap est mis sur le quartier Somgandé. Ici également, il n'y a pas l'ombre d'un agent de vente dans cette boutique témoin et selon des renseignements, la dernière ouverture de cette boutique date de l'Ancien Régime. Face à la crise alimentaire occasionnée par le déficit céréalier de la campagne agricole 2021-2022, le Premier ministre, au cours de la présentation de la feuille de route de la transition, a annoncé que le gouvernement entend renforcer la mise en œuvre du plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit précisément de procéder à l'approvisionnement des boutiques témoins et au contrôle des prix qui y s'appliquent, la distribution de vivres ou de cash aux ménages cibles affectés par la crise alimentaire et bien d'autres. Pour ce qui est du cas des boutiques témoins, le ministère en charge de l'agriculture, à travers la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire Sonagès, est interpellé pour l'ouverture et l'approvisionnement effectif de ces boutiques, comme annoncé par le chef du gouvernement Albert Ouedraogo. C'était donc la partie économie de ce JDS. L'autre partie que nous abordons ici et maintenant, c'est celle culture. Et dans la partie culture, on va s'intéresser à une œuvre, celle de Youssef Ouedraogo. Il a procédé à la dédicace de son livre « Crise sociopolitique en Afrique, rôle des médias dans l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso ». Il faut préciser que cette dédicace s'est faite le mercredi 30 mars dernier à Ouagadougou. Et cette œuvre gravite autour de 3 chapitres en gros. Le premier a fait ressortir le rôle des médias avant et pendant l'insurrection populaire. Il faut dire que Youssef Ouedraogo s'est défendu de faire un quelconque reproche aux médias, mais il s'est agi d'évaluer l'ensemble des actions médiatiques et de proposer un guide aux journalistes afin qu'ils puissent mieux traiter l'information en période de crise. Bonsoir Youssef Ouedraogo. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Oh oui, un plaisir renouvelé aussi pour moi d'être à ce plateau de JDS. Je crois que ce n'est pas la première fois. Oui, la première fois, on parlait musique. On parlait de musique. C'est cela. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et plusieurs casquettes d'ailleurs, que vous portez bien. Oui. D'ailleurs, celle dont on va parler, c'est celle d'écrivain. Notamment avec crise sociopolitique en Afrique, rôle des médias dans l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso. J'ai dit la dédicace c'était le 30 mars et il y avait tout ce qu'on a comme journaliste burkinabé qui compte.
qui était venu vous soutenir. Tout à fait. Il y avait Bourema qui était à vos côtés aussi pour présenter cela. Tout à fait. On sent que tout le monde est derrière. Oui, parce que c'est vrai que ça a été quand même un événement particulier pour moi, dans la mesure où lorsqu'on parle de Youssef, c'est toujours l'étiquette de journaliste culturel, de promoteur d'événements. Et j'ai eu comme le soutien, il faut le dire, une grande mobilisation dans les acteurs culturels ce jour-là. Mais également, on a voulu aussi diversifier en fait les invités en faisant venir des journalistes qui traitent des questions politiques, des questions de société. Et c'est la raison pour laquelle j'ai associé donc le grand frère Bourema Ouedraogo à mes côtés pour pouvoir présenter, j'allais dire davantage l'ouvrage au public qui avait fait le déplacement, mais également aux journalistes qui voulaient donc en savoir beaucoup sur le contenu de l'ouvrage. Je le disais tout à l'heure, il y a 3 grands axes. Parler des médias et de l'espace public, le rôle des médias dans la crise sociopolitique. Vous prenez en tout cas plusieurs exemples que vous ressortez et puis vous revenez sur les défis et perspectives. Pourquoi forcément le choix de cette période de l'insurrection? Vous pensez que c'est là où il y a la plus grande expression de ce qu'a été cette contribution des médias ou de son expression? Non, peut-être que je peux peut-être dire qu'il y a une coïncidence aussi par rapport donc à la sortie de l'ouvrage. Il faut dire que c'est un ouvrage que nous avons travaillé sur le contenu depuis de nombreuses années, parce que vous savez que l'insurrection populaire est survenue donc en 2014, ça fait déjà quelques années. Mais si on va se replonger en fait dans la raison pour laquelle nous avons produit cet ouvrage, c'est que moi, au lendemain donc de l'insurrection populaire donc que notre pays a connue, j'ai eu la chance de faire partie d'une mission avec une ONG internationale sur le rôle des médias pendant la crise. Et nous avons eu le temps donc de sillonner tout le Burkina et de donner la parole à des personnes ressources pour s'exprimer sur le rôle que les médias ont joué dans la survenue donc de l'insurrection populaire au Burkina Faso. Et au-delà de ça, moi j'ai été aussi un acteur plein dans la mesure où on avait une émission où j'intervenais en tant que chroniqueur sur ces questions et nous l'avons animé depuis que la crise a commencé au Burkina Faso, le CCRP, la médiation du président Jean-Baptiste et puis même la mise en place aussi de la deuxième chambre, etc. Donc nous avons traité toutes ces questions et puis à un moment donné, je me retrouve en Côte d'Ivoire où je dois faire un master donc en médias et communication. Et je me suis dit pourquoi ne pas choisir ce thème-là pour voir un peu quelle a été l'action des médias pendant cette période, parce que lorsqu'on parle de l'insurrection populaire, on a plébiscité ou on a évalué l'action donc des partis politiques, des acteurs de la société civile, mais rarement ou de moins en moins on parle donc de l'action des médias, alors que les médias ont joué un grand rôle, un rôle prépondérant dans la survenue de l'insurrection, et les médias ont joué un rôle aussi important après même l'insurrection à travers donc la consolidation de l'état de droit, mais aussi la consolidation de l'espace public sur le Burkina. Donc c'est au regard de toutes ces raisons que nous avons donc décidé de proposer cela comme un ouvrage pour que les gens puissent comprendre que les médias, c'est vrai, même avant l'insurrection, les médias ont toujours joué un rôle important pour ce qui est de la consolidation de la démocratie, mais pendant cette période qui est une période particulière, les médias ont poussé encore le Rubicon pour prendre des positions, non seulement pour interpeller, j'allais dire, les protagonistes, à cultiver donc le dialogue et à les interpeller aussi sur les dangers auxquels le pays était exposé. Et les médias aussi pendant cette période ont eu le sens d'expliquer en fait le sens même de l'article 37, mais les enjeux aussi liés à son amendement. Donc les médias en quelque sorte ont été des acteurs très importants pendant cette période, et il était pour moi un devoir de revenir sur cette question, d'autant plus que j'étais aussi, moi je suis journaliste et que j'ai suivi donc à la lettre, ou j'ai suivi de près en tout cas la contribution de ces médias-là pendant cette période. Dans cette première partie, et Bourema le rappelait lors de la présentation, vous dites que l'insurrection a bien commencé par les médias. Oui, l'insurrection a bien commencé par les médias parce que quand vous regardez comment les événements se sont déroulés au Burkina, à un moment donné, les journalistes sont allés au-delà de leur mission première qui est d'informer, et pour se positionner comme étant, si vous voulez, des entités sur lesquelles se cristallisait en fait l'espoir et même les espérances de nos populations. Donc à ce titre, vous avez vu des journalistes qui ont pris position sur les médias et qui ont estimé évidemment que la révision de l'article 37 allait être, si vous voulez, quelque chose qui allait mal passer non seulement au Burkina Faso et allait exposer le pays
à une situation donc de non-retour. Et je crois qu'à partir de là déjà, on a senti effectivement que des journalistes ont pris des positions et que au-delà de ces positions, au-delà d'être journalistes, ils ont voulu attirer l'attention donc des protagonistes sur ces différentes questions. Et sur la base de cela, nous avons estimé que l'insurrection avait déjà commencé au niveau donc des médias. Et avant, même si on prend les médias aussi, je parle des médias, des réseaux sociaux, vous avez eu pas mal de groupes qui ont été créés, Blaise Compaoré dégage, etc., etc., avant que l'insurrection ne survienne donc les 30 et 31 octobre. Donc, ça veut dire que bien avant ceci, il y a eu quand même des actions des journalistes sur les médias. Et en plus, on peut parler aussi du fait que il y a ce qu'on appelait les espaces sociaux. J'entends par espaces sociaux les grains, les kijés qui avaient été créés à l'époque un peu partout à Ouagadougou et même dans les villes secondaires où, si vous voulez, les sujets qui alimentaient donc ces débats étaient des sujets qui étaient traités par les médias et que ces espaces sociaux ont été investis par les hommes politiques, soit pour susciter la création donc, si vous voulez, des organisations de la société civile pour adhérer à les causes, soit aussi pour inviter les gens à sortir dans les rues pour marcher. Donc c'est pour dire que quand on fait l'évaluation de tout cela, on peut dire sans le risque de se tromper que l'insurrection avait déjà commencé sur les médias au regard donc de positions que les journalistes ont pris dans certains cas pour dire non à la révision de l'article 37. Et lorsque vous abordez la question du rôle des médias dans la crise sociopolitique, vous faites fort de rappeler certains exemples. Bon, il y a l'un qu'on connaît tous, Rwanda, Radio 1000 Collines. Il n'y a pas eu de relais à un moment donné dans notre façon? On a essayé de rappeler parce que lorsque on avait voulu en fait mettre en relation les crises sociopolitiques en Afrique et les médias. Et nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle les médias ne sont pas des acteurs neutres. Soit ils sont eux-mêmes à l'origine des crises, soit ils contribuent à stabiliser ou à consolider la paix à travers des messages qu'ils véhiculent. Et donc nous avons pris beaucoup d'exemples. L'exemple de la Côte d'Ivoire avec la crise qu'on a connue au lendemain donc, des élections en 2010. Nous avons pris l'exemple d'un pays comme le Rwanda avec le génocide et tout le monde connaît donc la responsabilité de ce média, la radio-télévision 1000 Collines. Nous avons pris les exemples aussi des médias qui ont été installés dans des pays qui sortaient des crises, notamment le Libéria avec les radios de mission de paix et à RD au Congo avec la radio Okapi et même au Niger. Et nous avons montré dans cet ouvrage que ces médias-là, dans certains cas, ont été donc à l'origine des crises et dans d'autres cas, ces médias ont travaillé à consolider la paix et à ramener la paix. Quand vous prenez l'exemple, par exemple, du Libéria, le haut commissariat des Nations Unies a démontré que grâce donc à la radio de mission de paix qui avait été installée à Monrovia, plus de 340 000 réfugiés ont regagné donc le Libéria après la crise à travers donc les émissions qui avaient été diffusées. Donc ce sont des exemples comme ça que nous avons soulevés donc dans le document pour montrer que les médias ne sont pas des acteurs neutres et que les médias peuvent être à l'origine donc des crises comme ils peuvent aussi travailler à consolider la paix ou à ramener la paix dans certains endroits qui ont connu donc des crises. Vous parlez du conditionnement psychologique, donc, oui, absolument. Qui peut amener à une révolte. Oui, absolument, parce que vous voyez, dans certains pays, on estime que nous avons, on va dire, un public ou une population qui a un capital donc de connaissances ou bien qui a un capital donc d'intelligence, pouvoir donc décortiquer le message que les médias diffusent. Mais dans certains pays, je veux parler des pays donc du tiers-monde, nous avons encore une population qui est moins alphabétisée, nous avons une population qui a du mal véritablement à absorber ou du moins à faire le distinguo entre le message qu'on leur donne à travers donc, les médias. Donc du coup, ils n'ont pas ce capital d'intelligence, ce capital donc culturel, ce capital, on va dire, assez large pour pouvoir faire une analyse des informations qui sont diffusées donc sur les médias. Donc conséquence, le conditionnement des populations par les médias, c'est une chose qui est évidente dans beaucoup de pays en Afrique. Donc, parce que nous avons en face un public qui absorbe, un public qui ne fait pas une analyse approfondie de l'information qui est diffusée sur les médias. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que les médias, dans toutes les crises que les pays africains ont connues, les médias n'ont jamais été neutres. Soit ils conditionnent les populations donc à s'opposer, soit ils amènent les populations aussi à créer en elles-mêmes les gènes de cette crise. Et vous terminez
dans la dernière partie par les défis et perspectives. Qu'est-ce qu'il faut tirer de tout cela? Oui, qu'est-ce qu'il faut tirer de tout cela? Parce que vous savez que les crises sont des moments, pour moi, particuliers. Et lorsqu'il y a eu l'insurrection populaire au Burkina, on a fait le bilan donc, de l'action des médias. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, tout n'a pas été rose, comme on le dit. Il y a eu des situations où les médias sont allés au-delà donc, des missions qui sont donc les leurs. Et à partir de là, nous avons dit que ça a été une période où les médias ont engrangé un certain nombre donc, d'acquis. Et comme acquis, c'est comment gérer une crise, ça c'est déjà un acquis. Comme acquis, il y a eu aussi beaucoup de formations pendant cette période, la couverture médiatique des événements particuliers comme les crises sociopolitiques. Et comme acquis, vous avez vu qu'au niveau des médias publics, il y a une sorte de réforme. Parce que avant, pour être directeur général des médias d'État, il fallait, c'était peut-être sous nomination donc, d'un ministre. Aujourd'hui, c'est un appel à candidature. Donc tout ça, ce sont des acquis que nous avons eus sous la transition. Donc on a montré dans cette partie-là, évidemment, que au-delà du fait que les médias ont joué un très grand rôle, mais les médias aussi ont acquis un certain nombre d'éléments qui leur permettent donc de se consolider. Et en même temps, on ouvre des perspectives pour dire, si nous voulons un état de droit, il faut évidemment que l'État soutienne les médias pour que nous puissions avoir des entreprises de médias beaucoup plus, plus responsables, mais beaucoup plus indépendantes du point de vue financier, parce que si les médias ne sont pas indépendants financièrement, évidemment, ces médias deviennent des entités vulnérables. Et nous l'avons montré. Et nous avons dit que les médias aussi doivent construire l'espace public parce que dans certains pays, ou même dans notre pays pendant l'insurrection, on a noté à un moment donné que tout s'est passé sur les médias. Les médias avaient en quelque sorte même remplacé l'Assemblée nationale qui devait en principe être l'endroit par excellence où les débats devaient se faire. Finalement, les débats politiques se faisaient beaucoup plus sur les médias qu'à l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale était déjà partisane. Merci bien, Youssef Ouedraogo. Je rappelle que ces crises politiques en Afrique, rôle des médias dans l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso. Et justement, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Ce sera l'ouvrage a été publié par l'édition Mercury. Et l'édition Mercury donc, est citée à Lazare pour ne pas aller plus loin pour faire de la pub. Et l'ouvrage coûte donc 5 000. Et c'est là-bas qu'on peut l'avoir. Ouais, c'est là-bas qu'on peut l'avoir. Nous invitons les uns les autres à s'y rendre pour se procurer l'ouvrage. Merci bien Youssef Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. On va continuer puisque la dernière des rubriques c'est celle sport. Et dans cette partie sport, nous allons parler de la Ligue 1 Lonabé, plusieurs rencontres hier. EFO AS Douane, 0 but partout, c'était le score final, comme vous le voyez donc en image. De belles actions, mais aucune des équipes en définitive n'aura pu scorer, puisqu'il y avait bien des gardiens de but qui ont décidé de faire sortir le grand jeu, et ce, malgré les attaquants qui, eux, ne sont jamais restés donc sans rien tenter. Bon, je vous propose, pour ce qui est de EFO AS Douane, d'écouter tout de même les entraîneurs. C'est une opposition de taille. C'est logique qu'il y ait des équilibres. Maintenant, l'essentiel, c'est de n'avoir pas encaissé et de n'avoir pas perdu. Maintenant, le reste, on verra. On va continuer à travailler en fonction des données des autres matchs. On verra sur quel angle il faut engager le combat. Vous savez, nous, on a un effectif assez réduit. Si vous constatez, c'est pratiquement les mêmes. Donc, quelque part, il y a un avantage, mais ailleurs, il y a des désavantages. On perd 2 points assez importants, mais l'adversaire n'a pas encore joué. Voilà, donc, mais il aurait fallu gagner. On va continuer à espérer, on va continuer à travailler. Retour donc sur ce plateau. Nous sommes rejoints par Claude Romba. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy. Vous êtes tellement bouillant que quand vous arrivez ici, ça bouscule déjà. Ça bouscule, on n'arrive vraiment pas de course. Il faut rappeler qu'on est au stade par rapport donc à... Oui, c'est comme ça. Chaque week-end, vous êtes au stade, vous ne manquez jamais rien parce que vous devez nous faire le point. Tout à fait. On a eu les images tout à l'heure de EFO AS Douane, 0 but partout, avec tout à l'heure donc les entraîneurs qui se sont exprimés. Le deuxième match que je vais vous laisser commenter d'ailleurs, mais c'est 0 but partout aussi, et c'est toujours à sec.
Asfa Asec qui s'est joué en deuxième opposition après donc ce match EFO AS Douane qui était quand même annoncé comme un choc également de cette journée, tout comme ce match entre l'Asfa Yenega, leader de Face au Foot, contre donc l'ASEC de Koudougou, troisième à l'entame de cette journée. Eh bien, on s'attendait à un match assez ouvert, un match en tout cas beaucoup engagé. En termes d'engagement, effectivement, on a vu que c'était engagé, mais dans l'ensemble, on a assisté à un match assez moyen où les deux équipes n'ont pu se départager. 0 but partout au terme donc des 90 minutes. On va aussi écouter les entraîneurs. On va écouter les entraîneurs. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes à l'extérieur et puis on joue contre le champion en titre. Je pense que un point n'est pas mal. C'est vrai qu'on était venu pour quand même faire du jeu, prendre les 3 points, mais on a tombé sur une grande équipe, l'Asfa Yenega, qui quand même ne voulait pas se laisser faire. Et ça a donné ce que ça a donné, on s'est bien défendu. C'est vrai qu'ils ont dominé le match. On était bien groupés derrière et voilà, on n'a pas encaissé, c'est bon à prendre. Voilà, ça nous permet de conforter notre place de troisième ou je ne sais pas. En tout cas, notre place de maintien. Non, c'est menacé. Ça, c'est déjà 3 matchs nuls même, c'est pas bon. C'est vrai que c'est mieux de ne pas perdre, mais 3 matchs nuls, c'est pas bon du tout. Voilà. Ça, c'était un match. On devrait les gagner. C'est vrai que c'est le football, tout n'est pas, c'est pas 1 + 1 = 2. Mais on a tout fait pour pouvoir gagner ce match-là, on n'a pas pu. Donc ça veut dire que depuis 3 matchs, sur 9 points, on en a pris 3 points possibles. C'est trop faible. Voilà. Donc la place est de plus en plus menacée, mais ça donne l'occasion à l'entraîneur et à son groupe de travailler pour voir. Parce que de plus en plus, on est sur le fil du rasoir. Et c'est dans ces moments difficiles-là, il faut trouver des solutions pour pouvoir rebondir. Et je pense qu'on va trouver cette solution. Le coach de l'ASFA qui est assez déçu quand même. Ben, il a assez remonté, hein, il faut dire, quand on veut le titre, je pense qu'on n'a pas un parcours de combattant en alignant les matchs nuls, et il faut se le dire. Maintenant, quand on regarde de façon générale sur ces 2 matchs du stade Issoufou Joseph Konombo le samedi dernier, on est un peu déçu parce que l'affiche qui était annoncée était quand même une affiche au sommet de ce Face au Foot. Vous avez l'AS Douane qui est candidate très sérieuse au titre. Vous avez également l'étoile filante de Ouagadougou également candidate au titre. Vous avez Asfa candidate au titre, candidat au titre plutôt, et puis donc cette équipe de la SEC de Koudougou qui voit le titre et qui peut se permettre de rêver puisqu'ils sont sur le podium. Donc on s'attendait dès lors à 2 oppositions qui allaient nous permettre évidemment de vibrer au stade Issoufou Joseph Konombo, mais malheureusement moi personnellement j'étais très déçu de la qualité de ces 2 rencontres. 0 partout pour ces 2 matchs-là, alors que c'est des matchs au sommet, et je suis vraiment déçu parce que aujourd'hui, quand vous regardez, il faut qu'on change de paradigme. Voilà, il faut qu'au football aussi on change de paradigme. C'est vrai que c'est un mot en vogue, mais il faut évidemment. Mais en quoi? Dites-nous de façon plus précise. On joue pour gagner. On ne joue pas au Burkina. On ne joue pas pour gagner. On joue pour ne pas perdre. Et là, c'est difficile. Quand vous avez des matchs comme ça qui vous avez en face de vous des adversaires directs au titre, pour être champion, ce sont ces adversaires-là qu'il faut battre. Or, quand on a vu ces 2 oppositions, on a vu l'étoile filante de Ouagadougou qui est venu non pas pour gagner l'AS Douane, mais l'étoile est venue pour ne pas perdre face à l'AS Douane. Et tout comme l'AS Douane n'est pas venu pour battre l'étoile filante de Ouagadougou, mais plutôt venu pour ne pas perdre face à l'étoile. Or, quand vous voulez le titre, si l'AS Douane veut le titre, l'AS Douane doit se dire, les équipes que je dois battre pour remporter le titre, pour être le vrai champion, c'est de battre l'étoile filante de Ouagadougou. Et tout comme l'étoile filante de Ouagadougou doit le dire, en ce moment, ce match doit être un match ouvert. Un match ouvert avec évidemment des prises de risques maximales, parce que vous sortez de là, quand vous gagnez, vous êtes sûr que, ou du moins vous êtes vraiment prétendant au titre. On a plus à faire des calculateurs, on a plus de calculs, qui lèvent le pied. Voilà, bloc médian, bloc bas, parce que bon, on a peur de prendre des risques, donc c'est assez difficile. L'entraîneur de l'ASFA qui parle, au-delà de parler, il faut mettre sur le terrain ce qu'il faut faire. Voilà. Je n'ai pas vu une équipe de l'ASFA Yenega véritablement prendre des initiatives, ou en tout cas essayer de faire douter son adversaire, la SEC de Koudougou, jusqu'au bout. L'ASFA qui joue à domicile, la SEC qui était en déplacement. Donc c'était à l'ASFA de faire le jeu. Maintenant, pour l'autre opposition, la première opposition qui était donc étoile filante de Ouagadougou face à l'AS Douane, c'est 2 mastodontes aujourd'hui qui prétendent véritablement au titre. Moi, je m'attendais à un match qui allait être vraiment ouvert,
avec des buts. On aurait pu assister à un match nul de 2-2, 3-3, 4-4 que personne n'aurait crié au scandale, mais vous assistez à des matchs nuls de 0-0. Aujourd'hui, il faut que les Burkinabés comprennent, ou en tout cas les entraîneurs comprennent. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte à perdre un match. Même si vous perdez 7-1, on a vu Manchester City qui a perdu souvent 7-1, 4-1. Mais qui a gagné aussi 7-1, qui a gagné aussi 6, 7, 8, 9. Si vous pouvez marquer, voilà, il faut créer, il faut jouer le football offensif, aller chercher à marquer, chercher à gagner. Parce que comme quelqu'un le dit, comme Guardiola le dit, si vous gagnez un but de plus que l'adversaire, c'est vous qui avez remporté le match. Donc encaisser ne doit pas être un problème. On ne doit même plus avoir peur d'encaisser. On doit pouvoir travailler à marquer plus de buts. Et je pense que c'est là aussi le football spectacle. C'est ce qui fait que les téléspectateurs viennent au stade. Donc je pense que je suis un peu déçu, hein, il faut le reconnaître, parce qu'aujourd'hui, si on doit tout faire pour ramener les gens au stade, il va falloir aussi qu'au niveau de l'encadrement technique, au niveau des entraîneurs, on puisse aussi varier, ensuite évoluer dans la façon de faire. Il faut jouer pour gagner. Il faut du jeu. Au-delà du jeu, il faut jouer pour gagner et non jouer pour ne pas perdre. Merci bien. On a d'autres points? Évidemment, vous l'avez vu, la recette d'hier. Ah oui, la recette d'hier. C'était un peu plus de 800 000. Ouais. Je l'ai dit en titre, mais ce qui revient au club, c'est 42 000. On a ça en image là, et chacun pourra se faire le petit calcul. Quand vous regardez, c'est 42 878 francs qui revient à chaque club. Et ce qui a été encaissé, c'est combien? 809 100 francs. Donc presque 1 million de francs CFA de recettes pour ces deux matchs au stade Youssouf Colombo samedi. Mais comme vous regardez, les deux équipes, chaque équipe est partie avec 42 878 francs. Ça veut dire que la moisson est moins de 50 000 francs pour l'Étoile filante de Ouagadougou, pour l'Asfa Yenega, pour l'AS Douane ou pour la SEC de Koudougou. Je pense qu'on ne peut pas vivre de ça, il faut le dire. D'autant plus qu'aujourd'hui, le coup de gueule ici, c'est contre la Ligue régionale de football. Parce que quand vous regardez, on met dépenses totales 729 320 francs. Qu'on m'explique cette dépense-là, c'est quoi? Parce que la fédération donne déjà de l'argent au club comme subvention pour les dépenses des matchs. C'est vrai que toutes les dépenses ne sont pas dedans, mais on ne me dira pas que les dépenses se sont montées à 729 320 francs. Les dépenses qui restent au-delà donc de la subvention de la fédération, parce que la subvention de la fédération prend en compte les commissaires au match, les arbitres, la sécurité, la santé, voilà, et les ramasseurs de balles. Donc, comme il reste pas grand-chose. Il reste les géoliers, c'est-à-dire ceux qui vont s'occuper, les portiers et ceux qui vont mettre les résultats, il ne reste que ceux-là. Et aujourd'hui, on me dit que les dépenses montent à 729 320 francs. Je pense qu'il y a une explication. Et que les clubs soient regardants par rapport aux recettes, parce que les 161 500 francs, 161 000, si ma mémoire est bonne, 161 ou 166 000 francs qu'on donne maintenant aux équipes pour faire face donc à ces besoins-là, les charges. Et donc, voilà, je ne peux pas comprendre que les charges puissent s'élever jusqu'à 729 000 francs pour un match, pour deux matchs qui se jouent en même temps. Parce qu'on paye la sécurité en une fois, on ne paye pas la sécurité en deux fois. Or, il y a déjà de l'argent qui est fait, qui est donné pour la prise en charge au niveau de la sécurité, au niveau de la santé. C'est vrai qu'il y a la quote-part qui revient, une quote-part qui doit revenir au stade parce que le stade a besoin de ça. C'est vrai que... Rappelons que l'électricité est prise en charge par la Fédération burkinabé de football. Il n'y a pas de raison que les dépenses puissent s'élever à ce niveau-là. Si, ou du moins, on doit ramener les 165 500 francs doivent revenir au club. Il faut remettre au club. En plus de ça, maintenant, avec ce qu'ils doivent gagner. Il faut être véritablement regardant parce que là, vraiment, c'est mon coup de gueule. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse faire une recette de près d'1 million de francs CFA. Et le club se retrouve avec moins de 50 000 francs. Ils sont à 42 000. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut que le club soit plus regardant et regarde véritablement les textes qui sont clairs en la matière. Il y a déjà des choses qui sont déjà prises en charge. Il n'y a pas de raison qu'on puisse les doubler. Et je pense que là, il faut voir au niveau donc, de la Ligue régionale de football pour tirer sur la sonnette d'alarme et permettre aux équipes de vivre. Vigilance. Tout à fait. Autre actualité, on va sortir du Burkina maintenant. Tout à fait. On va aller en Côte d'Ivoire. Ok.
Allons-y. En Côte d'Ivoire avec Didier Drogba, la légende du football ivoirien, est candidat au poste de président de la Fédération ivoirienne de football. Il a déposé sa candidature ce soir même du côté de la Maison de Verre, la Fédération ivoirienne de football. Il est arrivé peu après 15 heures du côté de la FIFA. Vous voyez, il y avait un monde fou pour acclamer Didier Drogba. Il est ressorti vers 17h20 après avoir déposé sa candidature. Comme vous le voyez, Didier Drogba est bel et bien candidat à la fédération, à la présidence de la Fédération burkinabé de football, même ivoirienne. La Fédération ivoirienne de football. Alors là, Bossé va pas aimer. Voilà. Même si vous avez vu, il y a un monde fou, les anciennes gloires qui n'ont pas caché leur soutien à la légende du football ivoirien. On a vu que les textes aussi ont été revus par la FIFA et la CAF pour permettre donc à Didier Drogba aujourd'hui d'être candidat à la Fédération ivoirienne de football. Il faut rappeler également que vendredi dernier, c'est Idriss Diallo Yacine donc, qui avait déposé sa candidature. Hier samedi, c'était au tour de Sori Diabaté et dimanche, je ne dis pas que la boucle est bouclée. Aujourd'hui, c'est le 9, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, c'est le 9. On est le 10 aujourd'hui. Voilà, donc, on est le 10 avril. Voilà, donc je pense que c'est Didier Drogba, je ne sais pas s'il est le dernier, mais dans tous les cas, il faut rappeler que la campagne débute le 16 avril et les élections sont prévues pour le 23 avril. Pour le moment, en tout cas, comme on peut le dire, il y a 3 grosses candidatures, je ne sais pas s'il y aura d'autres candidatures, mais il y a 3 grosses candidatures. Il s'agit de celle de Idriss Yacine Diallo, Sori Diabaté et bien entendu Didier Drogba. Il faut rappeler que Idriss Diallo est soutenu par l'ASEC Mimosa. Didier Drogba est soutenu par l'Africa Sport d'Abidjan, mais l'Africa, vous savez, est un peu divisée. Mais il y a une partie en tout cas qui soutient Didier Drogba. Sori Diabaté aussi a pas mal de supporters. C'est dire que la course pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football s'annonce assez houleuse, il faut le dire. Et elle était déjà avant les campagnes, voilà, avant le dépôt des candidatures. Didier Drogba aussi, qui ne fait pas l'unanimité avec ses anciens coéquipiers. Vous avez par exemple Carlo Bonaventure qui est avec Idriss Diallo. Donc pour dire que c'est on attend de voir ce que tout cela va donner de la Côte d'Ivoire, même si on a l'impression que Didier Drogba est soutenu de l'extérieur. Comme je l'ai dit, je ne dis pas, c'est l'impression que cela donne, mais on attend de voir. Dans tous les cas, la parole, ou en tout cas sera donnée aux électeurs qui auront le droit de choisir leur président le 23 avril prochain du côté d'Abidjan. On espère que cette fois-ci sera la bonne pour les Ivoiriens. Donc, sorti la question d'écarter qui que ce soit, maintenant, c'est les programmes qui vont parler. Merci bien. On entend. Et puis, il faut rappeler aussi que du côté de la Fédération burkinabé de football, on ne connaît pas encore le nom de l'entraîneur national. Peut-être qu'au cours de la semaine, on en saura davantage si la commission, évidemment, dans tous les cas, je pense qu'il y a une autre partie de la candidature, ou en tout cas du processus, qui devra permettre d'auditionner la shortlist qui a été retenue pour la désignation du sélectionneur national du Burkina Faso. Actualité sur laquelle on va revenir ici dans un prochain JDS, c'est bien ça? Tout à fait. Merci bien Claude Romba d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir à chaque fois de vous recevoir et de partager avec nos téléspectateurs ces actualités-là. C'est terminé aussi pour le JDS, journal du dimanche au soir d'aujourd'hui, que j'ai d'ailleurs pris plaisir à présenter. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre JDS. N'oubliez pas, ça commence à 19h30. D'ici là, portons-nous bien.